Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. M'accompagne sur ce plateau Mon Désir Ondende, journaliste, Albert Mianzukuta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et Spline Arambungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise. Bonjour messieurs. Bonjour. Comme d'habitude, soyez les bienvenus sur ce plateau de Vox Hebdo. En discussion, la candidature de Yoweri Museveni à la présidentielle de janvier 2026, les sinistrés de la dernière pluie qui sont favorables à leur délocalisation et le début des activités de la société Al-Bayrak. Sans plus tarder, nous allons donc suivre ce reportage pour aborder notre premier sujet. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda depuis près de 40 ans, compte briguer un nouveau mandat à la tête du pays lors de l'élection présidentielle prévue en janvier 2026. Le mouvement de résistance nationale, parti au pouvoir, a officialisé sa candidature le 24 juin 2025, confirmant que le chef de l'État de 80 ans souhaite conserver sa double casquette de président du parti et de porte-drapeau pour le scrutin à venir. Dans cette région d'Afrique de l'Est marquée par des enjeux sécuritaires et géopolitique majeur, la candidature de Museveni confirme sa volonté de rester un acteur central de la scène politique ougandaise et régionale. Comme d'autres candidats, le président et président national du NRM exprimera son intérêt et retire lui-même les formulaires de nomination. Il retire les formulaires d'expression d'intérêt pour 2 postes, l'un pour la présidence du parti et l'autre pour concourir s'il a une chance d'être le porte-drapeau de la présidence. Mais cette perspective de reconduction intervient dans un climat politique tendu. Plusieurs membres de l'opposition affirment faire face à une vague de répression accrue. Enlèvements, détentions arbitraires et intimidations sont régulièrement dénoncés par des figures de l'opposition et des organisations de défense des droits humains. Des voix s'élèvent également au sein de la communauté internationale pour appeler Kampala à garantir un environnement électoral libre et équitable. Dans son communiqué, le NRM affirme toutefois que le président Yoweri Museveni reste le meilleur garant de la stabilité nationale et de la continuité. Des éléments dont certains appartiennent à l'opposition collaborent avec les étrangers pour semer le chaos en Ouganda, provoquer des émeutes, des manifestations illégales, des conceptions illégales et inconsidérées, etc. Par ailleurs, une récente évolution législative suscite l'inquiétude. En mi-juin 2025, le chef de l'État ougandais a promulgué une loi controversée permettant aux tribunaux militaires de juger des civils. Une mesure dénoncée par l'opposition qui y voit un outil supplémentaire de répression à l'approche du scrutin. Selon le président de la commission électorale du NRM, Tanga Odoi, le président Yoweri Museveni devrait officialiser sa candidature à l'investiture du parti lors d'un événement prévu le 28 juin 2026. À 7 mois du scrutin, l'Ouganda entre dans une phase décisive, scrutée de près par ses voisins et les partenaires du continent. Yoweri Museveni, âgé de 80 ans. Albert, alors, que pensez-vous de cette candidature de Yoweri Museveni? Bon, ce n'est pas une surprise pour les Africains que nous sommes, donc parce que nous avons des exemples ici et là. Pour le cas de l'Ouganda, sa proclamation, disons, l'annonce de sa candidature intervient au milieu d'un contexte assez dur, assez pénible. On vient à peine de signer la première partie des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Or, l'Ouganda est en plein dans cette crise-là. D'ailleurs, bon nombre d'observateurs disent qu'il est dans cette crise à la fois comme pompier et pyromane. On le suspecte de tout finalement, mais lui-même a réaffirmé son engagement pour la paix aux côtés des FARDC, l'armée de la République démocratique du Congo. Et donc voilà, c'est ce que nous constatons. Mais c'est pas étonnant. Monsieur est là, 80 ans, 7e mandat. Il y a quelques aspects de sa vie, de la manière de conduire l'Ouganda qui montrent qu'il est le garant d'une certaine stabilité pour ce pays
qui, malgré les crises, ne s'est jamais embrasé vraiment. Mon désir, est-ce que cette nouvelle candidature semble être conforme aux principes démocratiques? Voilà, là où ça devient intéressant, c'est que, contrairement à ce que mon prédécesseur venait de dire, puisqu'il a mis en valeur un peu le fait que Museveni soit le gage de stabilité, mais cette nouvelle candidature met à mal l'essence et la beauté même de la démocratie. Ici, il y a quand même de rappeler ici que Yoweri Museveni a 40 ans au pouvoir. Alors, ce dernier tient de main de fer cet État ougandais avec une répression qui ne dit mot envers la presse. La presse semble être muselée, des opposants qui sont emprisonnés, une certaine liberté qui est remise en cause. Aujourd'hui, à 80 ans, il va se positionner. Certes, pour nous, c'est pas une nouvelle parce que c'est le contraire qui nous aurait étonné. Et malheureusement, on commence à s'habituer à cette danse-là. Nous qui sommes en Afrique, à avoir des présidents qui sont inamovibles en soi. À ce moment-là, ce n'est plus des républiques. On doit basculer carrément à ce qu'on appelle des monarchies, où on a un monarque tout puissant et qui tient de main de maître le pays. Mais dès l'instant qu'on parle de démocratie, dans les principes même de la démocratie, il y a ce qu'on appelle les règles de l'art, mais aussi la balance du pouvoir, l'alternance. Aujourd'hui, on ne va pas dire que les seuls garants sont les Museveni et d'ailleurs son fils qui a des velléités présidentielles, une ambition démesurée qui s'affiche au quotidien, ou en Ouganda aussi, il y a quand même des cerveaux qui peuvent en soi apporter une certaine forme d'alternance. Parce que vous savez, plus c'est la monotonie, après, il n'y a pas d'idée novatrice. Il y a l'usure du pouvoir. Aujourd'hui, à 80 ans, vraiment, qu'est-ce que Museveni peut encore apporter? C'est vrai, il est garant avec les preuves qu'il a fait pour la stabilité, mais en soi, pour la beauté de la démocratie, je vous assure que c'est très écœurant. Pour nous qui sommes un peu fidèles à la beauté même de la démocratie, on se sent étiqués. Mais bon, après, c'est l'Afrique, comme a dit le doyen Albert, ça devient une routine, malheureusement. Ok, c'est l'Afrique. Spleen, Yoweri Museveni, 7e mandat, âgé de 80 ans. Est-ce qu'il fallait-il qu'il laisse la place à la nouvelle génération? C'est le comportement de ce que les paléontologues ont appelé des fossiles. Donc, Museveni n'est ni plus ni moins qu'un fossile, parce que aujourd'hui, même si on parle de stabilité, mais d'accord, mais quelle est la victoire économique, culturelle, sociale que Museveni a enregistrée? Je ne crois pas qu'il y ait, les Africains ou les Ougandais, puisqu'il s'agit de l'Ouganda, oui. C'est de ça qu'il s'agit. La stabilité, tout le monde le veut. La paix, le Christ nous avait déjà laissé la paix. Donc, aujourd'hui, pour Museveni, il n'y a aucune victoire. Ces victoires n'ont été que militaires. Ces victoires n'ont été que policières. Parce que le bilan, aujourd'hui, l'opposition ougandaise se trouve où? Elle est complètement matée par ces victoires policières. Donc, et ce sont ces victoires militaires et policières qu'il essaie de transformer en victoire politique. Donc, vous voyez, donc, aujourd'hui, monsieur se comporte comme qui? Comme César. Comme César, et il ressemble aussi, finalement, à cet oiseau-là, haut dans le ciel, qui se balance et qui se dit, tout l'Ouganda m'appartient. Donc, vous voyez, mon désir a tout dit, qu'il y a une catégorie comme ça, qui est en train de mettre en mal la démocratie africaine. Et, dans le cas c'est là où je vais finir, le cas de Museveni, il met même en mal les analystes. Parce que pour nous, il s'agit de regarder au niveau de l'Afrique, entre les pays d'Afrique francophone et les pays d'Afrique anglophone, lesquels jouissent d'une santé démocratique. Et vous allez constater que c'est les pays anglophones qui, certainement,
à travers l'histoire d'une administration légère, voilà, voilà. Mais le cas de Museveni est atypique. C'est le seul au niveau de l'Afrique, des pays d'Afrique anglophone, qui met en mal la démocratie et qui a finalement contaminé deux personnes. Vous avez Kagame et vous avez Salva Kiir. Donc voilà le peu que je peux ajouter à ce que mes deux collègues ont. Je crois que nous allons passer à notre deuxième sujet. Et là, nous avons compris que Museveni met la démocratie en difficulté. Bon, c'est comme on a dit, hein, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est habituée à ce genre de dirigeants qui restent là, éternels, qui se croient éternels. Espérons que les choses pourront s'améliorer prochainement. Nous allons passer donc à notre deuxième sujet et suivons d'abord ce reportage et nous allons débattre après. Juin dernier sont encore visibles à Devala, un quartier de Talangaye, 6e arrondissement de Brazzaville. À l'instar de Patience, un jeune héritier de cette propriété dans le désespoir, mais accepte quand même les mesures du gouvernement liées à la délocalisation et à la relocalisation. Tel que vous constatez, les dégâts sont tellement énormes. On sent c'est comme si aucune oreille a eu à écouter, aucun œil a eu à voir vraiment tout ce qui vient de se passer. Nous avons eu des pertes de vie humaine. On supporte de rester là, c'est parce qu'il n'y a pas où aller. Nos projets, c'est de pouvoir faire les efforts à devoir quitter pour de bon. Les ménages de cette zone précaire n'ont pas encore bénéficié des kits d'assistance humanitaire d'urgence. La détresse s'amplifie pour cette femme du 3e âge qui attend l'aide de l'État. Tout le quartier était inondé. Avec des pertes majeures, c'est beaucoup. Il faut le gouvernement pense à nous. Changer le quartier, aller dans un autre quartier. Pour moi, je peux accepter. Si on propose, je suis d'accord. Selon certaines personnes averties, les chefs de quartier, des zones et des blocs s'emploient à recenser les familles censées bénéficier de l'appui du gouvernement pour les épargner des catastrophes naturelles. Nous sommes victimes du changement climatique parce que nous sommes ici à Talangaye, dans le quartier de Devala. Nous sommes dans les jardins, au bord des jardins, au bord du fleuve. Nous sommes vraiment dans le regret parce qu'il y a des maisons qui sont parties et nous implorons l'indulgence du gouvernement pour l'assistance humanitaire. Comme il a commencé à faire, il doit aussi penser aux victimes du quartier Kangambandi. L'aide est programmée, donc ça vient petit à petit. Et ils sont en train de travailler, l'État, les pouvoirs publics et Madame la ministre de l'action humanitaire pour recenser, pour travailler, pour apporter un peu l'assistance humanitaire. Des objets renversés issus du bâtiment détruit à Potopoto après les dégâts de la pluie du 14 juin. J'ai remarqué un peu le quartier mouvementé. J'ai essayé de voir c'est quoi la cause. Ils m'ont dit que ce sont des produits cosmétiques, les laines de beauté, les parfums. Bon, il y a une maison là pour de poteaux. À cause de la pluie, la maison s'est effondrée. Maintenant, les déchets là, on vient jeter ça ici. Vu la galère, la pauvreté, la population souffre carrément. Les gens profitent pour prendre les produits qui sont un peu bien là, pour aller vendre, solder dans les marchés. Face à la précarité à laquelle ploient de nombreuses familles, le gouvernement se voit porter le lourd fardeau de relever le défi de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons vu cet élément, au fait, il a été suscité par rapport à la promesse, aux propos tenus par le Premier ministre lors de questions orales au gouvernement qui avait envisagé délocaliser les populations sinistrées qui ont subi les affres de la dernière pluie du 14. Alors, mon désir, est-ce que la délocalisation de ces populations qui sont sinistrées est nécessaire? Mais bien évidemment, comme le Premier ministre a dit, ça en vaut la chandelle que ces familles sinistrées soient prises en charge. Comme vous le savez, la pluie diluvienne a fait des dégâts, comme nous venons de le suivre dans l'élément. Et donc, ce que nous pouvons demander ici, parce que ces populations sont dans l'expectative, et donc, ce que nous demandons, c'est simplement que les pouvoirs publics puissent diligenter ce processus, parce que plus il est lent, comme on a vu dans les images, on a des familles qui sont à la belle étoile,
qui en ce moment sont en train de vivre dans des conditions exécrables. Et avec l'hygiène, etc., et les maladies à gauche et à droite, ces populations sont donc exposées. Donc, ces mesures-là pour venir en aide à ces populations sont salvatrices, seulement qu'elles soient un peu plus diligentées pour que ces populations soient relocalisées. En tout cas, on entend certaines voix qui disent, bon, aujourd'hui, on tire à boulet rouge, pourquoi ils sont allés construire là-bas, c'est des zones à risque, etc. On dit toujours que lorsqu'on est face à une situation urgente, mesures également urgentes s'imposent. Donc, l'heure n'est pas à tirer à boulet rouge sur ces populations parce que le mal, il est fait, il est déjà fait. Hein, le vin tiré, il faut le boire. Maintenant, il faut des mesures curatives pour que ces populations soient soulagées. Donc, ici, je pense et je peux affirmer que c'est une mesure salvatrice. Il faudrait que, voilà, l'État, le gouvernement puisse relocaliser, délocaliser ces personnes et les installer quelque part. Oui, avec oui, mon désir. Oui. C'est une mesure salvatrice. Mais pensez-vous que cette mesure pourra s'appliquer? Pensez-vous que le gouvernement pourra passer à l'action? Mais c'est le souhait, comme j'ai dit tantôt, il faut qu'on diligente parce que nous devons plus quitter les discours pour l'action parce que là, c'est une situation qui s'est imposée, quelque chose qu'on n'a pas programmé. La nature en a décidé ainsi, mais quand on est gouvernant, c'est savoir aussi affronter ce genre d'imprévu. Alors, il faut passer à l'acte, il faut passer aux actions concrètes. Aujourd'hui, nous avons des logements sociaux, des maisons qui ont été construites après le sinistre du 4 mars. Peut-être que ces maisons ne sont pas habitées. Il est temps pour les délocaliser, les victimes de la pluie diluvienne d'autrefois, pour les installer quand même dans des conditions qui leur permettent de s'épanouir parce que ce sont des enfants. Je suis allé une fois aussi pour faire l'enquête, mais je vous assure que j'ai eu des pincements au cœur parce que déjà, l'eau, c'est pas une eau propre. Les conditions de vie en ce moment sont difficiles. Comme j'ai dit tantôt, permettez-moi la redondance, c'est des conditions exécrables. Donc, il faut passer à l'action et ne pas rester dans les discours, simplement les discours. Ok, il faut pas rester dans les discours. Albert, la délocalisation, elle est nécessaire et elle pourra être possible. En tout cas, elle est souhaitée. Elle est souhaitée avec quand même une précaution. C'est-à-dire que chaque année, nous revenons sur ce genre de catastrophes qui se produisent un peu trop souvent à l'imprévu. Et un imprévu qui se répète souvent n'en est plus un. Donc, vous comprenez, c'est aussi un problème, un appel à l'urbanisme de Brazzaville et Pointe-Noire de prendre les précautions qu'il nous faut. Par exemple, ici, là, nous avons un quartier en pleine bordure du fleuve Congo, mais aussi en pleine vallée, et qui donc charrie toutes les eaux pluviales, tous les immondices qui vont reboucher le peu de canalisation qu'il y a là et donc vont recréer la catastrophe de l'année prochaine. Alors, il vaut mieux, je crois, taper du poing sur la table une fois pour toutes et dire, bon, voilà, ici, il y a à l'une ou l'autre de ces catastrophes-là, c'était un éboulement, je crois. J'ai vu la mairie aller sur place et dire, on interdit de construire ici. Mais les victimes que nous voyons maintenant ne sont pas venus s'installer hier. Ce sont des victimes qui sont revenues à la charge, comme pour dire à l'autorité municipale, voilà, vous aviez dit, vous n'avez pas fait, nous avons à nous loger en urgence et donc nous nous installons là où nous pouvons. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut délocaliser, il faut relocaliser, c'est vrai, mais avec quand même la précaution de se dire que l'année prochaine, nous ne revenions plus au même endroit, ici, pour relancer les mêmes mots, les mêmes promesses, les mêmes... voilà. Ok, Spleen, délocalisation. Oui. Nécessaire, mais aussi. Ben, mes deux collègues l'ont déjà dit, mais c'est que je voulais plutôt souligner, c'est que déjà, le reportage qui est là a été très gentil pour nous. Mais beaucoup plus pour les pouvoirs publics. Parce que il faut aller regarder l'autre côté. Là, c'est l'eau. C'est l'eau. On peut dormir dans une maison où il y a de l'eau et il suffit voilà, surélever les lits. Mais il faut aller regarder, par exemple, dans le quartier Jamaïque, à Moualé. Il faut venir ou aller en filou, entre le quartier Inzuli et Lombe. Les maisons ont été complètement enterrées.
Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez, ça se passait. Maintenant, les bons reportages devaient se faire maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le quotidien de ces citoyens? Vous allez constater que, comme la maison a été engloutie jusqu'au toit, et ils ont enlevé la toiture. Et ce qui a été la toiture devient maintenant le plancher. Le plancher. Et les tôles qu'ils ont enlevées, ils ont fabriqué maintenant des petites maisons comme ça qu'on appelle les enquêtes. D'autres, ils dorment carrément sur le toit. Sur le toit. La maison complètement engloutie, ils ne savent où partir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir carrément sur la toiture le soir, puisque la journée, ils bénéficient quand même de la solidarité du quartier. Voilà. Donc, quand je parle de mot solidarité, j'ai donc pratiquement tout dit qu'il faut absolument que l'on vienne au secours, qu'il soit délocalisé. Comme mon désir a dit, ça ne sert plus de dire pourquoi ont-ils construit dans ces zones qui ne sont pas constructibles. Mais l'autorité était où au moment où ils étaient en train de construire, d'occuper les terrains. Et c'est le cas aussi certainement de dire que nous avons commis assez d'erreurs pendant la conférence nationale. La terre qui appartenait à l'État est devenue aujourd'hui la terre de quelqu'un ou de quelques-uns. Mais lesquels font comme ça? Ce sont les quelques-uns qu'on appelle les propriétaires terriens qui vendent tout et partout. Donc même dans les collecteurs naturels. Voyez? Et ils mettent aujourd'hui l'État qui a observé ces choses-là, qui continue d'observer ces choses-là en difficulté. L'État doit donc prendre ses responsabilités, mais vous avez déjà vu que lorsque le Premier ministre a été interpellé par les sénateurs, il a dit tout simplement qu'ils seront délocalisés. Mais est-ce que lorsqu'on gère le quotidien de sa population, ce qui serait dit à mon avis aux sénateurs, c'est: messieurs, honorables sénateurs, vénérables sénateurs, croyez-nous que déjà voici ce que nous avons fait pour eux. Mais quand on leur donne que de matelas, deux matelas, mais j'allais plutôt dire que je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que les années antérieures, Mosaka était inondé. Enyela a été inondé. La Likwala a été inondée. Et qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que, au bord de Brazzaville voilà. aussi, il y avait des localités inondées. Très bien. Est-ce que ces populations-là ont été délocalisées, ont été relogées? J'en sais quelque chose parce que j'ai déjà fait quelques missions, surtout dans la Likwala. Donc, je n'y crois pas trop parce que le gouvernement n'a pas une politique claire sur le logement des populations. Encore que nous sommes dans un contexte qui est géré par un parti de la social-démocratie qui devait faire du social, donc des logements, sa priorité. Mais comme on ne se retrouve pas, c'est là où moi je me dis, je suis un peu dubitatif. Albert, c'est vrai que mon désir a parlé des logements sociaux. Pensez-vous que ces logements sociaux pourront recevoir ces populations sinistrées? Non, tout est possible avec de la volonté politique. On a dit vraiment, Mosaka, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mosaka, Makoti Poko, j'ai été, on n'a rien fait, c'est vrai. Mais justement, c'est pas parce que rien n'a été fait que tout doit continuer à n'être rien à faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, par exemple, bon, vous savez, tout le monde parle des villas qui sont vides là à côté de l'ex-marché Dragage. Il faut d'abord se poser la question pourquoi elles sont vides. Nous avons le quartier de Kintélé là-bas avec les maisons, les maisonnettes, etc. Bon. Non, mais il n'est pas forcément dit. D'ailleurs, aux 1000 logements là-bas, vous savez qu'il y a 1 an, 2 ans,
il y a eu un pylône qui a failli tomber sur une habitation. Qui était tombé Oui, il était tombé, mais il n'est pas tombé sur une habitation. Donc, je dis, ça c'est dévêtir Saint-Paul pour revêtir Saint-Pierre. Il nous faut maintenant non seulement donc réaffirmer que ces populations-là doivent être relogées, mais doivent être relogées aussi dans des conditions qui leur enlèvent l'angoisse des pluies, l'angoisse des érosions. Et ça, on dirait qu'on a du mal à penser à tout ça en même temps. Rapidement, pour renchérir un peu les propos du doyen Albert. Nous disons tous les jours ici, Monsieur Chrysostome, que tout est question de volonté. Quand il y a la volonté politique, à ce moment-là, on peut agir. Mais malheureusement, dans les cas qu'on a cités, les cas antérieurs, il n'y a pas eu de réaction palpable en dehors de l'assistant du quotidien au travers des sacs de riz, des matelas, qui ne résolvent en rien le problème dans son fond. Et là, il est question pour les pouvoirs publics d'agir parce que nous avons plus de 5000 ménages, que ce soit Talanga ou Amfilou, plus de 5000 ménages qui sont dans cette situation difficile. Donc, il faille quand même prendre le taureau par les cornes et apporter une solution tant soit peu pour soulager la peine des populations, d'autant plus que nous sommes à une période quand même cruciale. Je pense que ça devait être la priorité du gouvernement, parce qu'il y a une échéance également qui arrive, qui pointe à l'horizon. Pour terminer. Oui. Les taureaux ne seront jamais, à mon avis, pris par les cornes. Vous savez pourquoi? Vous avez suivi la réaction de Madame la ministre des Affaires sociales au sujet de 5000 frères de la RDC, frères et sœurs de la RDC, qui ont traversé le pôle et qui se retrouvent ici, donc déplacés à cause de tiraillements entre Yaka et Teke. Elle a dit ceci. C'est difficile et tout simplement parce que c'est pas budgétisé. Ok. J'espère que le Premier ministre, quand il avait parlé devant les sénateurs, il a proposé et il est en train de tout mettre en œuvre pour que son gouvernement puisse passer maintenant à l'action. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les populations sinistrées, c'est l'action du gouvernement qui fera que ces populations quittent les zones dangereuses pour des zones paisibles, comme a dit Albert. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après pour la deuxième partie.